Bonjour tout le monde! Bienvenue dans notre top des jeux à 2 joueurs! Et là, on s'est donné une contrainte supplémentaire. C'est vraiment des jeux 2 joueurs. Ouais, exactement. C'est pas des 2 à 4 ou des 4 à 9, mais avec une variante à 2 joueurs. Non. C'est seulement des jeux à 2 joueurs. Et c'est pour ça qu'on est 2 aujourd'hui, parce qu'on a des goûts différents l'un l'autre. Exactement, mais en même temps, on se rejoint toujours en quelque part, puis on est capable de se faire un beau top 10. On commence en numéro 10 avec Clash of Deck, un jeu qui a été d'abord kickstarté, qui a eu... C'est Kickstarter? Ben écoute, c'est financement participatif. Socio-financé. Écoute, Léon Proust a créé cette idée-là il y a de cela quelques années. Puis ça l'a explosé dans son financement participatif. Et vous pouvez vous procurer, puis c'est ça un peu la patente, c'est qu'habituellement, c'est tous des jeux que vous pouvez vous procurer en magasin. Oui, il y en a chez Philibert, mais si vous voulez le pack d'initiation, c'est gratuit sur son site. Yeah. Bien entendu, il y a les frais de port à avoir, là, mais le jeu, les 36 cartes à avoir de base, 30 ou 36, il te les ship! Et le jeu, c'est quoi? C'est un jeu de bataille, en fait, où est-ce qu'on va avoir certaines créatures dans nos mains. Un genre de tower defense, quelque part. Oui. Fait que c'est vraiment chouette que tout se joue sur des cartes. Donc, il y a vraiment une économie de moyens au niveau de la mise en scène du jeu. Tu as des cartes en main, tu vas avoir ta tour qui va être à la gauche complètement. Et éventuellement, tu vas pouvoir jouer des cartes qui vont être des créatures. Ouais. Et comme beaucoup de jeux de ce type-là, quand tu les places, tu ne peux pas les activer immédiatement. Mais une fois que tu rejoues un tour, tu vas pouvoir attaquer les créatures adverses. Et s'il n'y a plus de créatures adverses en face, tu vas attaquer directement la main de l'adversaire. Donc, tous les points de dommage, il va falloir que tu déplaces de ce nombre-là la tour. Et si elle atteint 2 fois la droite de ton paquet, donc, une fois qu'elle est arrivée au bout, elle revient, mais après 2 fois, super. C'est vraiment brillant, cette petite mécanique-là de déplacement de cartes en main. Le fait que quand tu joues des créatures, ça t'enlève techniquement des points de vie. Ça t'enlève des... Fait que c'est vraiment un jeu de gestion de ressources, mais aussi gestion de main carrément, tu sais, puis petit jeu de bataille de tape ça. Il y a tout le temps le fun. C'est tout le temps très le fun. Puis moi, ça me donnait envie, justement, on a eu le pack d'initiation pour faire la vidéo comment jouer, que vous pouvez aller voir. Et ça me donnait envie tout de suite d'aller avoir les autres packs. Ça avait aucun sens. Il y a tellement de trucs. Et là, la saison 3 est en précommande. Fait que allez-y, jetez-vous parce que c'est vraiment de la bombe. En numéro 9, Jekyll vs Hyde, qui est un jeu de pli 1 contre 1, mais asymétrique. C'est quoi un jeu de pli, Raphaël? Un jeu de pli, mon cher Marc-Antoine, c'est lorsque nous mettons une carte, elle est de couleur rouge, et mon but sera de mettre, et obligatoirement, de mettre une carte rouge et tout. Comme The Crew. Comme The Crew, et d'essayer que la valeur soit plus haute que la tienne. Ouais. Par contre, si... Quand c'est compétitif. Oui, exact. C'est parce que là, je vais un petit peu trop vite. Un petit peu trop vite. Mais j'ai dit The Crew, c'est ce genre de jeu-là où est-ce qu'on va avoir des cartes avec des valeurs et des couleurs. La première carte qui va être jouée va être la... C'est quoi en français? La carte... L'atout? L'atout. Ben, ma grand-mère, elle disait l'atout. Oui. Dieu ait son âme. Oui, elle est morte de l'atout. Alors oui, jeu asymétrique parce qu'il y a 2 façons de gagner. C'est un genre de souk à la corde parce qu'au centre de la table, il y a une map. Et là, il va falloir jouer des cartes pour faire des plis et essayer de rapprocher le petit marqueur le plus possible vers toi pour que tu réussisses à gagner. C'est vraiment cool dans Jekyll versus Hyde. VS versus Hyde. C'est que les couleurs, ils ont des pouvoirs aussi. Donc, tu vas avoir des couleurs qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir avoir tu vas échanger des cartes avec l'adversaire, tu vas lui voler des plis, tu vas pouvoir aussi... Il y a des jetons pour savoir la majorité, dans le fond, la couleur la plus forte. Tu vas pouvoir défausser les jetons. Fait que tu sais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de logique à avoir, il y a beaucoup de stratégie à avoir dans ce petit jeu de plis-là, puis c'est vraiment malin. Des fois, ton but, c'est d'en gagner, puis d'autres fois, ton but, c'est de pas en gagner des plis. Fait que ça dépend quel personnage que t'es. Très cool. Vraiment nice. En 8e position. Fugitif. Alors, Fugitif, c'est assez simple. C'est un jeu asymétrique où il y a quelqu'un qui va jouer le fugitif, puis l'autre va jouer l'enquêteur spécial qui va essayer de le pogner. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que fugitif, j'ai des cartes en main qui ont une valeur. Valeur qui, au début de la partie, est plus basse, donc 0 à 12, puis après ça, 12, etc. Et là, dans mes mains, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette une première carte qui est à
1 à 3 de distance de la carte de départ. Donc la carte de départ, c'est 0. Donc de 1 à 3 de distance, ça veut dire que je peux aller de 1 à 3. Une fois que j'ai mis une première carte, mon prochain tour, c'est que je vais mettre une deuxième carte. La deuxième carte. Qu'il soit encore de 1 à 3 de distance toujours. Exactement. Okay. Mais je pourrais pousser parce qu'il y a certaines cartes qui ont des plus 1 ou plus 2. Fait que je la défausse, mais je peux maintenant aller à 5 de distance. C'est de la déduction, puis c'est de l'information cachée, mais l'autre personne voit quand même un peu ce que tu fais. Mais toi, de ton côté, en tant qu'enquêteur professionnel, tu vas pouvoir piocher des cartes qui vont en fait faire en sorte que c'est des chiffres que je pourrais plus avoir. Fait que tu vas peut-être m'encercler avec ton équipe de squad tactique. Puis sinon, ben, tu as un petit carton, puis toi, tu vas pouvoir justement cocher les cartes qui sont déjà sorties, ce que tu penses qui fonctionnerait pas. Et là, tu vas essayer de trouver les cartes. Parce que ton but, c'est de trouver non pas juste où est-ce que je suis, mais tout le chemin parcouru vers la fin. Il y a une part d'asymétrie. Est-ce que tu dirais qu'il y a un peu le même feeling par rapport à il y a un rôle qui est plus difficile que l'autre, il y a un rôle qui est plus facile que l'autre? Non, mais que tu as reçu. J'ai pas joué à Fidget Ever. Oh non! Non, mais. Regarde, je suis bien excité. Mais en fait, je pense pas qu'il y a un rôle qui est plus difficile que l'autre. Présentement, il y a un rôle que je trouve un peu plus le fun, qui est celui de se cacher. Mais moi, j'aime aussi quand même beaucoup l'aspect de déduction. Fait que j'adore être l'enquêteur. L'affaire dans Jekyll, c'est que je trouve que c'est juste la façon de gagner qui change, tandis que dans Fugitif, c'est la façon de jouer complètement qui change. Fait que vraiment très intéressant. Je vous dis, allez voir ça. Nouveau petit bébé Second Edition de Tim Fowler. Numéro 7, Splendor Duel. C'est un jeu tout nouveau qui est sorti cette année, puis on en mange du Splendor Duel. Il y a eu beaucoup d'adaptations de jeux très connus en version duo, duel, etc. C'est pas pu. C'est quoi? C'est pas pu. Comme populaire? Oui. Oui, mais c'est la version pas pu de dire populaire. C'est la version cool. Alors, dans Splendor Duel, on a trouvé que Splendor Duel était vraiment très, très fort. Il y a vraiment une belle... C'est parce que c'est pas juste une version 2 joueurs de la version de base. On a rajouté du stock, on a rajouté des trucs très intéressants dans cette mouture-là. Chacune des mécaniques, je veux pas dire mécanique, mais genre chacune des parties du jeu a été repensée pour optimisation à 2 joueurs. Puis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le petit plateau. J'ai fait une mini critique où est-ce que je détaille, là, mais il y a vraiment comme un petit plateau où est-ce que tu vas aller chercher les jetons l'un par rapport à l'autre. Les jetons sont encore super. Il y a vraiment comme un amour qui a été mis là-dedans. Les petits scrolls. Exact. Moi, je suis un grand fan de Splendor de base, mais un des méga problèmes, je trouve, c'est le prix versus qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. La boîte est quand même massive, puis oui, il y a les beaux jetons et tout, mais ça prend pas beaucoup de place. Le Splendor Duel est packé parfaitement, genre. La boîte est vraiment comme remplie de stock. Le sac, les jetons, les cartes, les petits scrolls, comme tu disais. C'est vraiment... l'édition est super. Ça a vraiment été bien repensé. Puis moi, je pense que c'est ça. À 2 joueurs, là, c'est Splendor Duel. Ouais, c'est rendu... Moi, il a déclassé un peu Splendor parce que justement, à toutes les fois, je jouais à 2. Puis là, je trouve que cette version-là, à 2, est magnifiée. Non pas juste dans son matériel, mais aussi dans toute sa technicalité. C'est vraiment le fun. C'est un mot juste de bon jeu. Numéro 6, on parle de Fox in the Forest Duet. Encore un autre jeu de pli. On aime bien ça, le pli. Ben, ça a été une année de pli. On a pris, pas le pli, ça fait super longtemps. Je sais. Des mois. Hey, Fox in the Forest Duet, si vous avez joué à Fox in the Forest de base, qui était compétitif, là, on est plutôt sous un mode coopératif. Super intéressant. Il y a encore l'aspect souk à la corde, mais là, le but, c'est qu'on est dans une forêt et il y a des diamants et il faut qu'on aille ramasser les diamants partout dans la forêt en gagnant des plis. Mais sur les cartes, il va y avoir, oui, les chiffres et les couleurs, mais aussi il va y avoir un nombre de pattes qui va correspondre au nombre de mouvements qu'on va faire dans la forêt. Fait que si, admettons, on part du centre, et si je gagne le pli, puis que le total des pattes sur les cartes qui ont fait que j'ai gagné le pli sont de 3, ben je me déplace de 3 vers mon côté, puis je peux prendre un diamant qui est là. Par contre, si je gagne trop, si je déborde de mon côté, on va rajouter un pion forêt, puis éventuellement, ben, les diamants vont se ramasser vers le centre, mais si on n'a plus de jetons forêt à mettre, on perd. Donc, il va falloir des fois que je fasse tout en mon pouvoir pour que ce soit gagner des plis ou perdre des plis. Exact. Pour que qu'on puisse toujours rééquilibrer la patente. Techniquement, tu n'as pas le droit de discuter de stratégie
Oui, mais de stratégie un peu quand même. Au moins, tu dis, tu sais, ah là, il faudrait vraiment que tu gagnes. Je te dis pas de combien, mais il faudrait. Parce que sinon, moi, si je gagne, on est dans l'ordre. Ouais. Fait que c'est vraiment chouette. C'est un puzzle à l'envers. C'est un genre de jeu de pli à l'envers où est-ce que tu fais justement tout en ton pouvoir pour soit perdre ou gagner, mais juste pour le bien commun. Exact, puis c'est vraiment, l'édition est super belle, c'est encore un jeu très zen. Puis vraiment, entre Fox and the Forest puis Fox and the Forest Duet, je préfère la version coopérative. Juste parce que il y a vraiment quelque chose de déchirant au niveau du souk à la corde. Il y a vraiment quelque chose de tendu qui est collaboratif, coopératif, que j'adore particulièrement dans ce jeu-là. Yeah! Yep. Numéro 5, on parle de Fog of Love. Hey, ça, pour vrai, genre la dernière fois, je pense qu'il était sorti quelques temps après notre top 2 joueurs. Fait qu'on avait été vraiment déçus de ne pas pouvoir l'avoir mis dans notre top. On savait que ça s'en venait, on était vraiment excités d'en parler, mais on ne l'avait pas essayé. Puis là, on l'a essayé, pas à peu près. Oui, c'est un jeu exclusivement de joueurs, comme tout ce top, mais où on va devoir réussir une relation de couple avec ses hauts et ses bas, ses défis, parce que on va créer nos personnages. Moi, ce qui m'a attiré chez toi, c'est ta belle grande barbe, tes beaux yeux globuleux. Et tu vas par rapport à ce qui est dans le jeu. Exact. Puis des fois, c'est pas super positif. Ton odeur nauséabonde. C'est ça qu'il y a des affaires de même. Mais j'ai aussi des défis. Ouais. Peut-être que je suis un petit peu manipulateur, ce qui fait en sorte que je vais être un petit peu plus du côté égocentrique. Et là, il y a devant nous une map, ben pas une map, mais un genre de grosse plaquette devant nous autres. Voyons, Christy, je suis pas capable de le dire, le mot. Plateau? Merci! Alors, tu as un grand plateau avec... Une plaquette, on dit. Mesdames et messieurs, je suis un professionnel, faites-moi sans raison. Alors, tu as un grand plateau devant toi avec justement des flèches. Est-ce que tu es un peu plus égocentrique, un peu moins égocentrique, plus créatif, etc. Et ton but, ça va être, tu as 3 cartes qui sont tes buts personnels. Donc, il va falloir que tu gères un peu tes trucs pour que tu puisses y arriver à ces buts-là. Puis à la toute fin, dans le fond, il va y avoir des scènes. Fait que là, on s'en va dans un souper de party d'amis. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va un peu en retard? Est-ce qu'on y va pas du tout? Ou est-ce qu'on y va vraiment en retard? Puis là, ben, bien entendu, ça va faire des trucs. Parce que si on y va en retard, ben moi, j'avais besoin de prendre ma douche. C'est un petit peu plus égocentrique, ça. Fait que ça va changer un peu ce qui se passe sur notre plateau et donc sur nos objectifs personnels. Et à la fin de la partie, on va choisir si on passe, on ne devient pas couple. C'est pour ça que c'est coopératif-ish. C'est comme semi-coopératif. Ouais. Tu sais? C'est une plus grosse boîte aussi par rapport à tous les autres jeux dans le top. Tu sais, c'est vraiment un board game. Ouais. Mais il y a quelque chose de très, presque philosophique dans ce jeu-là qu'on apprécie particulièrement. Puis j'adore un peu, j'ai hâte de voir ce qui va sortir en français parce qu'au niveau anglais, ils sont quand même loin. Ils ont réussi à faire la boîte LGBTQ. Ouais. Ils ont aussi fait pendant le lockdown, la boîte Lockdown, How to Create Love in Lockdown. Fait j'ai hâte de voir ce qui va sortir en français, mais la boîte de base t'en donne assez de scénarios pour que tu aies du plaisir pour le reste de ta vie. Quatrième! Oh, je faisais ça avec mes doigts, c'est 4? C'est 4? Numéro 4! Watergate! Oui! Watergate qui est un jeu, encore une fois, asymétrique, où on va devoir essayer soit d'être les journalistes qui vont prendre dans le sac ce fameux Nixon. C'est Nixon. J'ai eu peur, je l'ai dit, j'ai fait « Hey, c'est peut-être pas Nixon! » Ou sinon, c'est essayer de... T'es Nixon, t'essayes de t'en sauver. C'est tellement bon jeu. Là. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment bon. On est tombé, c'est fun, comme on dit au Québec. Ouais, c'est tellement différent comme jeu. C'est vraiment purement asymétrique. Il y a vraiment des cartes avec des pouvoirs qui sont complètement broken. Oui. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu vas l'utiliser pour le broken ou pour le souk à la corde? Il y a plein de trucs. Tes cartes te servent à une multitude de possibilités, de choses à faire. C'est vraiment des belles mécaniques, des belles pièces de puzzle qui vont bien ensemble, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu as vraiment un puzzle de placer des petites tuiles pour essayer de créer des chemins. Fait que tu as comme un labyrinthe. Là, tu as le souk à la corde où est-ce que tu vas tirer ou redonner ou perdre les jetons, justement. Ouais. Tu vas avoir aussi ces jeux de cartes-là que tu vas utiliser pour une ou l'autre de ces fonctions. Ça, c'est une de mes mécaniques préférées là, à la Gloomhaven. Est-ce que j'utilise en haut ou en bas? Ah, je le fais, mais pour telle raison. Puis vraiment un jeu d'opportunité à ce niveau-là. Certaines informations cachées
Bon Dieu que c'est brillant. C'est un jeu en 45 minutes. Là. Il y a du stock là-dedans sur une petite boîte et qui s'explique quand même assez rondement. Ouais, c'est ça. Laissez-vous pas avoir par la thématique un peu glauque, historico, fade. Politico. Ouais, c'est ça. Politique, tu sais, c'est pas... je pense que c'est quasiment un plus bel objet pour en apprendre sur cette époque-là, plutôt que il faut que tu sois au courant, sinon c'est sûr que tu vas perdre. Ouais, en fait, c'est le genre de jeu que plus tu y joues, plus tu comprends tous les petits trucs secrets que tu peux faire, J'ai l'impression que c'est un jeu que tu découvres le jeu, plus tu y joues, c'est vraiment, vraiment le fun, puis... Justement, plus tu y joues et que tu joues avec quelqu'un que c'est l'une des premières fois, tu vas le démolir. Oui. Fait que si tu as envie de le faire avec tes amis, go! Apprends-les, joue-le plein de fois, puis après ça, démolis tes amis. Tu vas avoir du plaisir. Ouais, il y a pas mal de jeux comme ça sur cette tub-ci que... Le prochain aussi, d'ailleurs. Le prochain... Non. Ça, je suis pas d'accord. Non? Non. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage? Il n'y a pas de courbe d'apprentissage, il y a juste du fucking hasard qui fait que tu peux perdre comme une marde. On parle ici en troisième position, Mindbug. Alors, tout nouveau jeu de chez Yellow, jeu de Richard Garfield qui nous a amené entre autres Magic. Entre autres choses. C'est vraiment drôle parce que moi, Mindbug, je suis vraiment pas particulièrement bon. C'est pas mon type de jeu, mais... Je lève mon chapeau à cette proposition-là qui est complètement fraîche et intéressante. Puis toi aussi, t'es pourri, right? Ouais, right. En fait, je suis pourri, mais j'aime beaucoup ça. Fait que c'est le genre de jeu. Puis en plus, ici, ben, au niveau du visuel, il est débile. Chaque carte, j'ai envie de savoir le titre parce qu'il est drôle. C'est le rhino moustique, là. C'est quand même, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Mais c'est un jeu qui, rapidement... Mettons, ça faisait 4-5 games que j'avais joué. Pierre-Louis a joué pour la première fois. Il a trouvé la carte qui faisait que j'allais mourir. Et comme de fait, il m'a taqué comme ça, pam, 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 puis après 3 tours, j'étais mort. Puis on le dit, puis on le répète, hein, je pense que la twist intéressante de Mindbug, c'est les Mindbugs. Fait que c'est vraiment l'aspect de tu peux utiliser certaines cartes que tu as devant toi. Tu en as 2 Mindbugs, puis au fil de la partie, tu peux les utiliser pour dire à ton adversaire, non, c'est moi qui va jouer cette carte-là. Donc, à chaque fois que tu joues une carte, tu as le stress que ton adversaire joue son Mindbug. Fait que si des fois tu joues une très grosse carte qui pourrait attaquer très fort, tu la mets... Marc-Antoine pourrait faire « Non, je Mindbug » et il prend ma carte et il fait automatiquement son action à cet endroit-là, son action de départ. Mais ça peut être une stratégie de jouer une carte que tu penses que l'adversaire va en avoir de besoin à ce moment-là, puis que lui va utiliser son Mindbug alors que c'est l'autre après qui aurait dû utiliser. C'est vraiment bien à ce niveau-là. Meilleur que Keyforge! Selon moi, oui, dans sa simplicité et dans le fait que dans la boîte, tu as une quarantaine, cinquantaine de cartes. Tu en prends 10 pour moi, 10 pour toi, et on va rejouer comme ça. Pour moi, il y a quelque chose de... moins... Keyforge, à un moment donné, je trouvais que ça devenait comme débalancé ou OK, je vais chercher le deck, le meilleur deck. Là, j'ai une boîte, on peut jouer plein de fois. Puis je vais aussi connaître ces personnages-là. Je vais voir comment ils vont bien communiquer ensemble. Tandis qu'à un moment donné, dans Keyforge, c'est explosif. T'apprends ton deck, puis après ça, tu vois le deck de l'autre, tu fais comme « Ah, c'est quoi ce personnage? Ah, c'est quoi? » Là, ici, dans Mindbug, tu connais tous les rouages. Ça me fait un peu plus penser à Super Autopet. Ouais. Parce que tu connais bien tes personnages, puis là, quand tu arrives, là, ça dépend juste tu les mets dans quel ordre. C'est la même chose pour Mindbug, tu le mets dans quel ordre sur la table. Puis il prépare déjà l'extension qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Vraiment? Fait que peut-être ça va te faire mentir, puis ça va être le chaos encore une fois. Peut-être, mais laissez-moi vous mentir. Est-ce que ça va être la première fois? Oui. Ouais, je pense que oui. Moi, je prends un document. En deuxième position, Codenames Duo! Oui! Aïe, aïe, aïe. T'as-tu beaucoup joué à Codenames Duo, toi? Non, j'ai beaucoup joué à Codenames. Hey, moi, j'ai joué à Codenames Duo là, quand même pas mal. J'ai vraiment apprécié cette carte-là. Parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Codenames, ben, qu'est-ce que vous faites sur notre chaîne? Get out! C'est vraiment un party game où est-ce qu'on va avoir des noms de code sur la table et on va avoir une petite carte qui va nous dire qu'est-ce qui fait partie de mon équipe, qu'est-ce qui fait partie de ton équipe, et moi, je dois utiliser des mots pour te faire deviner le plus rapidement possible les bons noms de code. Hein? Mais dans tout ça, il y a un mot qui est en noir et c'est le fameux mot qui va te faire perdre. Alors, t'essayes de pas faire deviner ce mot-là. Ce qui fait vraiment différent de Codenames de base, c'est la fameuse carte. Donc, c'est une map où est-ce que... Plaquette.
Exact. C'est une feuillette, en fait, la carte ici. Et on va commencer au 8-8. Donc, on va avoir 8 tours et 8 erreurs potentielles qu'on peut faire. Donc, et si on réussit ça, ben, on va, de manière évolutive, se déplacer ailleurs sur la map et avoir plus de tours, moins d'erreurs, moins de tours, plus d'erreurs, jusqu'à très, très, très difficile. Donc, c'est vraiment chouette, cette courbe-là de difficulté est vraiment bien. Ça fonctionne super bien à 2, contrairement à Codenames The Base qui fonctionne pas très bien à 2. On a dérogé un peu de notre top parce que c'est écrit 2 et plus. J'ai ça. Quoi, t'as ça? On fait un top, on dit 2, puis là, on déroge. Ben, c'est pas si Puis on déroge en deuxième place. Oui, mais c'est tellement bon! Hey, s'il y a bien une place dans le top 2 qu'on pouvait déroger, c'est le 2. Ouais. On s'entend? OK, on s'entend. Et maintenant, en première place, le meilleur jeu à 2 de tous les temps, Seven Wonders Duel. Et oui, Seven Wonders Duel était aussi dans notre top il y a de cela quelques années. Et il est encore là, il trône parce que c'est encore un jeu que je joue régulièrement. C'est un jeu que j'adore. Passer à travers les cartes, il doit me manquer à moitié des cartes. Quand tu essayé de faire ton truc là, sur comment gagner. Comment gagner, je pense qu'il manquait des cartes. C'est vraiment, selon moi, la quintessence de prendre un jeu puis de l'amener en duo ou en duel, en fait plus souvent en duel. C'est un des premiers aussi de ce type. Tu sais, c'est ça, il y a une mode en ce moment de refaire des jeux puis les faire version duo. Là, ça fonctionne tellement bien, tu sais. C'est sûr qu'on s'éloigne un peu de ce que Seven Wonders est à la base, mais il y a quelque chose de pur dans ce jeu-là, les pyramides, la façon de sélectionner des cartes pour peut-être faire en sorte que ton autre joueur, que ton opposant n'aille pas cette carte-là. Donc, tu vas prendre des choix pour t'arranger que ça soit lui qui débloque une carte que toi, tu voulais depuis le début. Fait qu'il y a cette mécanique-là, mais il y a aussi la mécanique de comment tu fais tes affaires pour pouvoir surpasser l'autre ou que ça coûte plus cher à l'autre. L'application est super bonne aussi. Mais là, on joue un jeu de place. Oui, je sais, mais je fais juste le dire. Je fais juste le dire parce que des fois, c'est ça. C'est peut-être ça le futur d'être 2. C'est toi et une intelligence artificielle. Mais oui, Seven Wonders Duel, c'est vraiment génial. Ça nous a fait vivre des bons moments. Il est au bon level aussi de complexité versus ce que tu as à faire dans le jeu. C'est un bon entry game aussi pour des personnes qui veulent... bien. Exact. Fait que c'est un bon premier jeu à 2 aussi. C'est pas super abstrait puis vraiment simple, mais si tu t'intéresses aux jeux de société, je pense que tu as un bon niveau là pour juste assez de stratégie, mais de jouer quelqu'un qui connaît pas tant les jeux versus quelqu'un qui connaît bien ça. Il va toujours... les gens vont se réunir avec ce jeu-là. Moi, sérieusement, j'ai tellement joué, puis on est rendu à jouer à des gros jeux, et Seven Wonders Duel vient toujours satisfaire cette petite fibre en moi. Donc, voilà, top 1 des meilleurs jeux à 2. Alors, c'était notre top des jeux à 2. Et vous, à la maison, c'est quoi votre meilleur jeu à 2 auquel vous jouez toutes les semaines? Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!